Ce podcast vous est offert par Vaudoise Assurance. Bienvenue dans ce nouveau Smart Talk. Nous rencontrons Andreas Schellingborg, le CEO de Batmain, mais pas que. Il a différentes casquettes sur sa tête, propriétaire et à la tête de différentes sociétés. C'est un très jeune serial entrepreneur avec qui nous avons une discussion passionnante. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. Andreas, tu es un homme d'idées, on le sait, mais aussi un homme qui réalise ses idées. Qu'est-ce que ça demande parce qu'il y a une grande différence. C'est facile d'avoir des idées, c'est un peu plus compliqué de les réaliser. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement de personnes, il y a beaucoup de gens en tout cas, qui ont plein d'idées, mais qui ne vont pas jusqu'au bout de les appliquer? Quelle est ta vision par rapport à ça? C'est une bonne question. Aujourd'hui, je ne sais pas si je peux parler pour eux parce que je ne suis pas comme ça, mais en guillemets, comment je fais pour réaliser toutes mes idées, c'est plutôt du moment où j'ai quelque chose en tête, je me dis mais comment je peux le réaliser le plus vite possible? Comment je peux vraiment arriver à mes objectifs dans un moment qui est le laps de temps le plus court jusqu'au moment où il y a la réalisation, même s'il n'est pas parfait, mais au moins qu'il y ait quelque chose qui se réalise à ce moment-là. Pourquoi le plus court, tu recherches? Parce qu'en fin de compte, ça me permet de voir si l'idée en tant que telle, elle est bonne ou pas. Ok. T'es quelqu'un d'impatient? Oui. Ça sent très fort. Mais donc l'idée, on fait pas de prédiction. On dit ok, l'idée est bonne plus ou moins. On lance et on applique. Je dirais la première chose que je fais du moment où j'ai une idée, en fait, je prends toujours une feuille en papier et j'écris en fait les hypothèses que je peux avoir d'un niveau financier, voir déjà si ça tient la route d'un point de vue business. Ouais. Si ça tient pas la route déjà sur une petite feuille en papier au bout d'un petit talk sur le bord, avec une logique, c'est-à-dire que je vais mettre des coûts et des revenus que je pense qu'ils sont à peu près quelque chose qu'on pourrait générer. Et si je vois qu'en fait ça tient à peu près la route ou que ça mérite de creuser plus loin, à ce moment-là, je dis ok, on va un step plus loin. Et là, je vais faire un Excel en guillemets un peu plus poussé. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on peut aller rapidement dans l'exécution. L'échange, le partage avec des personnes d'horizons différents, avec des métiers différents, des états d'esprit différents est très importante à ce niveau-là quand tu brainstormes sur une idée. Absolument, je pense que j'ai pas la science infuse, donc en fin de compte aujourd'hui de pouvoir bénéficier de l'expérience de d'autres qui sont déjà passés par là ou qui ont une expérience donnée dans un marché donné, je pense que c'est extrêmement important. Donc j'aime bien m'entourer ou bien contacter des gens qui ont en fait une expertise dans un certain domaine pour pouvoir en fait apprendre plus vite, faire l'éponge et en guillemets derrière pouvoir reproduire quelque chose qui est similaire ou différent, mais au moins où j'ai pu prendre certaines idées de là. Tu dis apprendre plus vite. Tu penses que la meilleure manière d'apprendre c'est de faire et de se planter parfois? Je pense que oui. Maintenant, le fait de se planter, je pense que ça, c'est plutôt quand je peux voir certaines personnes autour de moi qui ont le fait, c'est il faut pas avoir peur de se planter quelquefois. Et ça peut donner un coup au moral. Donc, je pense que c'est plutôt en fait la manière dont on va vite se remettre d'appoint et de continuer et de se remettre en mouvement à faire quelque chose d'autre. Ouais. La notion de sacrifice quand tu es entrepreneur, serial entrepreneur comme toi, elle est sous-évaluée parfois. Elle est complètement sous-évaluée. Je pense que je le dis souvent, l'entrepreneuriat, je pense que c'est un sacrifice du moment où on veut vraiment arriver avec, si on a des grosses ambitions, c'est beaucoup de sacrifices. C'est comme un sportif d'élite. Je le dis souvent, on doit s'entraîner. Sauf que la compétition, c'est tous les jours. C'est pas un moment ou deux moments dans l'année, mais c'est tous les jours la compétition. Du moment où on travaille pas 1 heure, on sait que notre compétition va travailler 1 heure de plus. Donc entre guillemets, on passe beaucoup de temps au bureau, très peu de temps avec ses proches. Je pense que ça, il faut pouvoir le supporter, premièrement pour soi-même. Il faut qu'on puisse avoir des personnes autour de soi qui le comprennent. Mais après, je pense que du moment où on passe ce moment de sacrifice, on est parti, quoi. Mais est-ce que c'est... Alors, si je t'écoute, est-ce que c'est vraiment sain? Non, mais tu vois, je veux dire, est-ce que c'est sain d'être entrepreneur? Ou est-ce que c'est... En fait, tu ne le contrôles pas. Tu peux juste pas aller à l'encontre de bosser plus que les autres, parce que ton besoin d'accomplir et de réaliser tes idées est plus fort que la raison, façon de parler. Je dirais que c'est la passion en premier lieu, la passion de pouvoir réaliser les idées avant que quelqu'un d'autre les réalise, donc pourquoi pas aller plus vite que tout le monde pour pouvoir le faire. Et après c'est dans la qualité de se dire toujours on a envie vraiment, c'est le côté sportif, pourquoi on n'essaie pas vraiment d'être le meilleur dans les différents domaines où on est. Et du moment où on essaye, en fait, on se prend au jeu, donc on a envie toujours d'aller un peu plus loin là-dedans. Ouais. Donc il faut un fort caractère quand même.
J'ai un fort caractère. Ouais. Je citais Napoléon, même si c'est pas une question on aime ou on n'aime pas, mais Napoléon disait toujours ce qui est intéressant dans la stratégie, c'est pas ceux qui font la stratégie, mais c'est ceux qui l'appliquent. Et moi, j'aimerais bien t'entendre un peu sur ça, sur l'application de la stratégie. Je pense qu'il faut une vision, et ensuite, pour accomplir une vision, il faut une stratégie. Et à partir de là, en fait, il faut plein de monde qui en fait l'exécute. Donc je pense qu'en fait c'est plein de steps entre guillemets où on doit parler énormément avec les équipes pour aligner tout le monde sur la vision, sur la stratégie et ensuite sur l'exécution de cette stratégie. Et en fin de compte après c'est comment au bout d'un moment dans cette stratégie, si elle n'est pas la bonne, comment on arrive à vite pivoter sur quelque chose d'autre qui sera mieux. Exactement. Justement, pivoter, parce que je veux dire, avant on fixait facilement des stratégies à 5-10 ans. Hein. Aujourd'hui, avec les évolutions du marché, avec tout ce qui se passe, je veux dire, on n'a jamais vu le marché changer aussi rapidement et aussi fréquemment. C'est encore réaliste de ton œil, ton regard de CEO, d'avoir une stratégie 10 ans ou c'est plus important aujourd'hui d'avoir une vision avec des tactiques qu'on modifie. Tu vois ma question ? Je pense que dans 10 ans, de mon imagination d'aujourd'hui, je pense Batman dans 10 ans sera encore différent que ce que j'imagine aujourd'hui. Donc je pense que oui, j'ai une vision, mais je sais qu'elle doit pouvoir évoluer à travers les semaines, les mois et les années. Maintenant, je pense que le gros point, c'est de se dire qu'en fait, on doit pouvoir se remettre en cause tout le temps. Et je pense que ça vient avec aussi le fait du sacrifice. C'est pas de se dire qu'on a envie de rester dans une sorte de routine. Et c'est en permanence, en fait, on se disrupte soi-même. J'aime bien donner ce mot, mais moi, je me disrupte moi-même. C'est-à-dire que le soir, ça m'arrive souvent de repenser à toutes les décisions que j'ai prises dans la journée et savoir est-ce que j'ai pris la bonne décision, la mauvaise décision et pourquoi j'aurais pris la bonne décision ou la mauvaise décision. Et c'est me remettre en cause en permanence sur beaucoup d'actions. Ouais, c'est dur parce qu'en fin de compte, le soir, c'est-à-dire que la journée, on est dans l'action. Et le soir, en fait, on est dans la réflexion de soi-même. Et souvent, ça fait assez mal parce je suis extrêmement autocritique avec mes décisions. Donc, je suis jamais forcément pour tout ce que j'ai fait dans la journée. Je me dis, ah mince, peut-être j'aurais dû faire quelque chose différemment. Et pour finir, on se dit, non, mais il faut appliquer, il faut rester là-dedans un moment. Et à un moment, il faut se dire, non, en fait, il faut complètement changer aujourd'hui. Ouais, intéressant. C'est la revue de la journée, effectivement. Oui, exactement. Exact. Mais c'est aussi un auto-jugement, hein, et c'est pas évident, ça. Si on n'a pas il faut avoir un caractère très fort pour accepter nos auto-jugements. Ouais, c'est assez dur. Il faut pas trop y penser à un moment donné. Après, sinon, on dort pas. Ouais, ça, c'est l'autre problématique. C'est parce qu'on pense à d'autres choses, ça amène à d'autres réflexions. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut que, quand maintenant je le fais, j'ai un process. Donc j'essaie de me mettre une routine même dans mes moments en fait de self-critique pour être sûr qu'en fait ce soit sain et que ça va pas altérer en fait ma vie privée ou mon comportement ou mon caractère. Mais d'un autre côté, il y a peut-être pas assez de gens qui font peut-être pas l'auto-jugement, mais en tout cas des remises en question. Est-ce que la remise en question, elle est indispensable dans le développement non seulement d'un professionnel, d'une carrière, d'un CEO, mais son développement personnel en tant qu'être humain? Je pense que l'être humain est fait pour apprendre. On en parlait encore tout à l'heure, comme quoi je pense que jusqu'à l'âge même après la retraite, le but c'est d'apprendre le maximum possible, parce que c'est ça qui est intéressant aussi intellectuellement. Mais si on n'est pas prêt à se remettre en cause, il y a une vraie problématique qui va se mettre derrière, c'est qu'on reste bloqué à un certain moment T. Et le monde professionnel évolue en permanence. Et même les gens, en termes privés aujourd'hui, on voit les gens qui évoluent rapidement ou pas. Ouais, très juste. Ouais. Alors après, il y a tous ceux qui se rassurent dans un système tu parlais de routine, mais de la routine négative, c'est-à-dire un système de confort. Toi, on parle de zone de confort. Enfin bon, on va pas faire de la PNL, mais aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui sont bons, c'est ceux qui sont agiles, ceux qui réfléchissent un peu, qui font un regard un peu en hauteur et puis qui se remettent en question. Mais c'est très compliqué parce que si on est dans un système, de faire ça, il faut sortir du système. Et il faut avoir l'audace de sortir du système. Alors la question est simple, est-ce qu'un entrepreneur n'est pas dans le système ou il est dans le système selon toi ? Ça va dépendre, je dirais, parce qu'on peut être entrepreneur, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui vont essayer de disrupter un marché ou bien créer de l'innovation, créer un nouveau produit. Là, je pense que oui, c'est une remise en cause complète du système, c'est-à-dire qu'on se dit que ce qui existe aujourd'hui n'est pas du tout ce qui devrait exister demain. Donc, comment on peut arriver à quelque chose qui est mieux pour tous ? Après, par exemple, quelqu'un qui rachète plein d'entreprises et qui en fait va faire de la fusion pour en fait faire des gains de coûts, etc., qui est aussi un entrepreneur, cette personne-là va peut-être un peu être moins dans la disruption, mais plutôt en fait dans une analyse plutôt aujourd'hui par rapport à des métriques financières. Comment je peux essayer d'arriver à
à quelque chose d'au-dessus. Hein. Si on prend le métier de la banque, je pense que c'est... Je pense que les entrepreneurs créent le système de demain. Tu vois aussi. Je pense que c'est une des visions, surtout les nouvelles générations, quoi. Enfin, on fait plus partie que nous, mais les nouvelles générations justement amènent de nouveaux métiers, de nouvelles façons de travailler, et c'est important. Et je pense que le marché d'aujourd'hui doit écouter ça, il doit observer, parce que ça va être très compliqué. S'il n'y a pas de changement, le marché va s'étouffer. Les systèmes vont s'étouffer. Les États-Unis, histoire d'amour pour toi. On en parlait un tout petit peu en off avant. Quelle est la différence principale pour les entrepreneurs qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Suisse ou en Europe, de manière plus large, mais quelle est la chose qui t'a le plus marqué durant ton séjour aux États-Unis? Je pense d'une manière globale, les gens sur place, beaucoup d'ambition. Il y a énormément d'ambition et c'est pas des ambitions comme on pourrait en avoir ici en Suisse, c'est bien plus des beaucoup plus grandes ambitions que chez nous. Et c'est quelque chose qu'on inculque c'est une éducation. Pour moi, c'est un système que les États-Unis ont mis en place, en guillemets, par leur culture, qui, en guillemets, mettent en avant les gens qui réussissent. Alors que nous, dans la culture européenne, on va plutôt être sur le jugement des personnes qui réussissent. Donc ça, je pense que ça, c'est un des grands points. Ensuite, sur la méthodologie d'y arriver, de nouveau, l'ambition des gens sur place font que ils vont bosser plus. Aujourd'hui, si on prend le marché suisse, en guillemets, on est quand même dans un pays de rêve. En guillemets, si on sort des études, on va travailler dans une banque, dans une assurance, dans une des grosses entreprises suisses. On gagne bien notre vie, on va travailler 8 heures par jour, on va pas être trop challengé non plus. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aux États-Unis, en fait, aujourd'hui, même les très grosses boîtes, normalement, ça bosse dur. Il y a une compétition, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a un job qu'on va l'avoir pendant 10 ans. On n'a pas de problème à virer les gens. Le changement est beaucoup plus rapide. Et aussi, grosso modo, c'est sur la disruption qui est beaucoup plus forte. C'est-à-dire que les gens, en fait, ont une culture de la disruption et que c'est quelque chose de normal. Mais est-ce que c'est pas lié parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'acteurs dans chaque industrie qu'en Suisse, par exemple? Est-ce que la compétition pousse à avoir ce mindset, tu vois? Je pense. Je pense que c'est lié. C'est tout un état d'esprit, je pense, global. Quand on se promène, on voit les gens, ils sont pressés d'aller au travail, tout le monde aime bien travailler, etc. Alors que ensuite, je vois pas énormément de gens non plus qui sont super contents d'aller travailler. Ici, je vois que des gens heureux, donc ça c'est bien. Non, mais là, tu soulèves un point qui me tient à cœur. Tu dis, c'est dès l'enfance qu'on met cet état d'esprit. C'est-à-dire, ça commence par les parents, mais aussi par l'école. Et Dieu sait qu'aux États-Unis, le système scolaire est totalement différent. On est vraiment imprégné beaucoup plus. On est dans une bulle au niveau scolaire et on n'est pas libéré à 11h30 et à 15h45. Est-ce que, pour revenir à notre pays, est-ce que la pédagogie, les formations sont aujourd'hui plus tellement en corrélation avec la réalité du marché? Je parle des écoles déjà, des apprentissages, des universités, mais également des écoles privées, etc. Est-ce que toi, tu trouves que ça matche pas mal ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui matche pas, quoi? Je pense que ça va dépendre du caractère de chaque enfant. Moi, j'ai mal vécu ma période scolaire, hein, même jusqu'à la fin de l'université. Moi, j'ai détesté qu'on m'impose des devoirs, qu'on m'impose un certain nombre de choses à apprendre. J'ai trouvé sain de le faire parce que c'est le processus d'apprendre en fait qui était important. Moi, je l'ai vu comme ça, je l'ai vu plutôt comme formation. J'ai fait un collège ici à Lausanne et j'ai fait HEC Lausanne après et un master en trading de matières premières. Le master de trading de matières premières, par contre, était en part-time. C'est-à-dire que je travaillais en même temps et en parallèle, je faisais le master. Et ça, par contre, j'ai trouvé assez sympa. Mais de nouveau, j'étais pas quelqu'un qui aimait forcément faire tous les devoirs, etc. J'aimais apprendre les matières que j'aimais bien. Mais pour le reste, pas forcément. Je pense que quand je vois d'autres amis, il y a des gens qui ont adoré cette période-là parce qu'ils ont adoré apprendre plein de différentes matières, les matières qu'ils ont fait. Pour moi, ça n'a pas été la manière où je me serais formé. Si aujourd'hui, je devais me former moi-même, j'aurais bien voulu faire beaucoup plus de travaux pratiques, ça veut dire de faire plein de métiers différents et de bouger d'un métier à l'autre et d'apprendre seulement quelques matières à côté pour quand même avoir une base scolaire, mais beaucoup plus apprendre à travailler. Il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs à succès ou des gens qui ont vraiment réussi, après on peut disserter sur le mot réussir, mais qui n'étaient pas en ligne avec le système pédagogique
Hein, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ils sont milliardaires, qui passent dans tous les magazines et qui disaient mais moi à l'école je ne suivais pas, moi à l'université j'étais pas là, etc. C'est fou hein, ce point commun. Ouais, mais je pense que c'est effectivement. Andreas parlait de caractère. Je pense que le caractère, tu le forges à 3 ans, je crois. Et c'est des gens qui peuvent pas. C'est des gens qui sont prêts à apprendre beaucoup. Mais déjà, ils ont des rythmes qui sont plus élevés que la plupart des personnes qui sont dans la classe. Donc, tu es forcément en décalage. Toi, tu te dis, oui, mais c'est bon, ça, je l'ai appris, c'est bon, je le sais, on passe à autre chose. Donc, je pense que c'est vraiment un trait de caractère qui fait que la scolarité classique ou les études classiques, ça ne peut pas aller. Ce qui doit fonctionner, c'est le challenge. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est le challenge. Je suis d'accord, mais en fait, j'irai plus loin. C'est que pendant la période scolaire, j'étais un des derniers de la classe. On voulait pas me faire passer de maturité, on voulait pas me faire aller à l'université. Mes professeurs me disaient non, mais il a aucune chance ce garçon d'aller à l'université. C'est pour ça que mes parents ont dû me mettre en école privée pour que je puisse aller à la maturité. Et même dans l'école privée, ils voulaient pas me présenter à la maturité. Mais par contre, à la maturité, j'ai fait premier de classe. Sorti de nulle part, j'ai pu faire le meilleur score, mais j'ai de la peine. En fait, moi, comme la manière dont j'apprenais à l'école, ça fitait pas forcément avec mes besoins. Ouais, mais je comprends tout à fait ça. Et c'est compliqué, c'est compliqué. J'aimerais t'entendre un peu, si tu es d'accord, Nico, de parler un peu tu parlais de tes équipes et tu en parles avec les yeux qui brillent, donc je crois que tu es vraiment proche de tes équipes. Tu es quoi comme manager? Comment tu te définis par rapport aux équipes? Je dirais que je suis exigeant, c'est le point premier. J'aime bien l'idée par l'exemple. Donc en fait, c'est à peu près tous les métiers qui sont ici chez nous, à peu près tous, hein, de la distribution de flyers, ce que j'ai fait je sais pas combien de fois, pendant les événements, d'aller prendre des tonnes de déchets à droite et à gauche. J'ai fait tous les métiers possibles et imaginables qu'on a aujourd'hui chez nous. Les longues heures de travail, imposer un rythme, voilà, ça, je dirais que c'est comme ça. Après, à côté, j'aime bien avoir le côté un peu paternel, si je peux dire comme ça, même si je suis un peu jeune pour ça peut-être, mais j'aime bien le côté quand même où j'aime bien, où on sent bien, on a du plaisir à venir au travail, on est challengés tous par un projet commun, quoi. Ouais. Je t'ai déjà entendu parler, ou j'avais lu des articles où tu parles beaucoup de vision, de valeur, et que pour toi, c'est quelque chose qui est important. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui, si on regarde au niveau des discours des différents CEO dans différentes industries, c'est quelque chose qui, il y a 50 ans, on n'entendait franchement jamais. Ou à part sur la brochure institutionnelle, quoi. Il y avait 2 lignes. Mais les valeurs, semble-t-il, prennent une place de plus en plus importante aujourd'hui dans le business. J'ai une question un peu provocante, mais est-ce que ça prend plus de place en termes de com, dans le sens où est-ce que c'est du PR pour beaucoup d'entreprises, parce que le PR aujourd'hui est indispensable pour l'acceptation des gens par rapport au succès d'une entreprise, ou est-ce que c'est quelque chose qui, sincèrement, est indispensable à vivre aujourd'hui sur le marché? Tu vas me dire, ça dépend, mais... Je dirais que ça dépendra quel type d'entreprise, parce qu'il y en a forcément, c'est que de la com, et on le sait, voilà. Aujourd'hui, chez nous, moi, je déteste l'insécurité. L'insécurité et l'injustice. C'est quelque chose, l'injustice, c'est quelque chose je pense aussi le mot batmade vient de quelque part. C'est quelque chose pour moi, ça m'horripile. Je vois beaucoup de choses autour de moi, mais c'est pas dans notre industrie, c'est dans d'autres industries. Qui, si un jour j'avais le temps, j'irais m'occuper de ça aussi. Et ça, c'est juste par plaisir d'aller en fait dire qu'il y a quand même des choses qui sont mal faites. C'est à la base du raisonnement de batmade, ça? Oui, parce qu'en fin de compte, le mot batmade, en fait, c'était vraiment pour symboliser les héros de l'ombre. En fin de compte, des gens qui font toujours un travail qui est fantastique, mais qu'on voit pas. Parce qu'en fin de compte, généralement, quand on a quelqu'un qui vient faire le ménage chez soi, on est au travail et on rentre à la maison le soir, on est tout content, mais on voit jamais la personne, on n'a jamais l'occasion de lui dire merci. Et pour nous, c'était un petit challenge. Et en fait, le mot, on l'a pas trouvé tout de suite. C'est-à-dire que tout au début de Batmade, le projet, les 3 premiers mois, j'ai fait des cours d'homme de ménage. Donc j'ai aussi un certificat d'homme de ménage. Et quand j'ai fait ce certificat, j'ai travaillé avec, on était 25 et j'ai travaillé avec 24 femmes. Il y avait 24 femmes avec moi dans le cours. J'étais le seul homme. Et en fait, c'était des femmes qui venaient toutes d'un milieu et beaucoup de choses. On parlait pendant ces 3 mois, on a beaucoup parlé. Et en fait, d'entendre toutes ces histoires, je me suis dit, mais en fait, le projet prend en fait une dimension que j'avais pas vue quand j'ai commencé à avoir l'idée d'une plateforme de mise en relation. J'avais pas vu en fait ces dimensions-là. J'ai dit en fait on a une dimension sociale qui est là. En fait, c'est pas juste qu'on va travailler qu'avec des gens qui ont un besoin. Donc en fin de compte, si aujourd'hui on doit aller jusqu'au bout de notre vision avec Batmade, on doit avoir une vision sociale qui est forte.
Je vais revenir sur le point social parce que ça m'intéresse beaucoup, mais juste avant, tu as dit, j'ai fait le certificat d'homme de ménage. Ouais. Ça se dit ouais. Moi, je respecte beaucoup ça. C'est que je pense qu'il y a trop de gens qui vendent des choses ou promettent des choses qui ne savent pas vraiment comment on le fait, tu vois. Et ce sacrifice-là, il est assez rare. Et je tiens à le soulever parce que de dire, OK, je vais placer des femmes de ménage, je ne peux pas placer des femmes de ménage si je ne sais même pas, moi, quel est leur travail, tu vois. Ce recul-là, il est rare quand même. De tous nos compétiteurs, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait des cours de ménage. Je suis même à peu près Non, mais sûr, dans tout métier, je veux dire, dans tout métier. Mais c'est important. Ouais. Je pense que c'est important d'avoir fait tous les échelons. Et moi, j'aimais bien en fait quand il y avait à l'époque, en tout cas dans Nestlé, Peter Brabeck qui était en fait vendeur de glace au début, qui a réussi à venir jusqu'à CEO. Après, on peut aimer ou pas aimer son rôle de CEO, et ça on peut en débattre pendant longtemps. Mais maintenant, moi, le fait qu'en fait on commence de tout en bas pour arriver tout en haut, j'ai beaucoup de valeur envers ça. J'ai été éduqué de cette manière-là. Mon père me disait toujours, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sots gens. Et ça, c'est quelque chose que je pousse en interne. Par exemple, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des jeunes collaborateurs qui me disent non, mais moi, je veux pas faire ce métier. Je lui fais, si tu veux pas faire ce métier, la porte, elle est là. Parce que moi, j'ai pas de problème à le faire. Si tu veux pas le faire, moi, je le fais moi. Mais ça donne aussi une certaine légitimité en termes de management. Quand les gens savent que tu étais jusqu'en bas, que tu as fait ça, etc., putain, on peut rien te dire après. Hein. Tu vois, je veux dire. Pour moi, c'est pour ça que je dis toujours show by the example. Parce qu'en fait, j'aime montrer qu'en fin de compte, ça arrivait une fois d'ailleurs à un événement où quelqu'un me dit non, moi je peux pas capable, j'ai fait le boulot. Et le lendemain, je lui ai filé sa lettre de licenciement. Et il l'a prise, il a dit je comprends et je m'excuse pour ce qui s'est passé hier. Parce qu'en fin de compte, après on se trouve, on se dit ah mince, bah ouais, il y a pas de sous-métier et je pense qu'aujourd'hui on a une valeur à dire ça avec Batmate. C'est pour ça qu'on a pris par exemple une égérie comme Martina Hingis. C'était nous hommes, femmes, religion, couleur de peau, nationalité, on s'en fiche. Je suis apolitique, je suis à religion, on s'en fiche de tout. On est humain, nous. On prend juste des gens qui sont motivés à faire. Mais la question importante, c'est est-ce que Martina Hingis a fait le certificat? Alors Martina Hingis non, mais alors ça, elle l'a pas fait. Mais par contre, ce qui est important pour nous de prendre Martina, c'est-à-dire qu'en fait, entre Rosangela, qui est en fait qui est à côté d'elle, qu'on voyait les signatures en bas, c'est que pour nous, il n'y a pas de différence. Chacune est une professionnelle dans son domaine. Et en fin de compte, pour nous, c'est exactement la même chose. Donc, le regard, en fait, c'est de dire qu'il y a une égalité parmi ça et c'est de revaloriser ce métier-là. Mais tu vois, aussi, grâce aussi à des personnes comme toi, mais ça, je le ressens énormément dans la société de manière générale. On sort du business, etc. Ce non-hiérarchie, comment tu dis, cette non-hiérarchie de je suis meilleur que toi parce que j'ai cette telle fonction, tel revenu, j'ai vraiment l'impression, sans partir sur une direction sociale, mais que la communauté, la société commence à moins laisser dans l'ombre les personnes qui sont moins sous le projecteur, tu vois, je veux dire, et moins glorifier des gens qui sont tout en haut. Donc il y a une sorte de côté linéaire de plus en plus qui, à mon avis, va dans une direction très saine. Ouais, je rebondis là-dessus parce que ce qu'on se ressent aussi, c'est que, ou en tout cas ce qu'on entend, c'est que souvent la société actuelle, ce genre de comportement, ils disent oui, mais on tire par le bas la société. Parce qu'ils ont une posture, et ça c'est terrible, une posture de dire si t'es pas CEO, si t'es pas manager, t'as pas réussi. C'est complètement faux. Ta vie, c'est pas de réussir, d'être CEO, enfin on en parlera après, c'est une question que j'ai pour toi, mais c'est de se dire, il faut que je sois heureux, quoi. Il faut juste que je sois en phase avec moi-même et que je sois heureux. Et la société, aujourd'hui, dit, ah mais non, on tire par le bas. Et c'est complètement faux, on tire pas par le bas. On doit être beaucoup plus dans la valeur et dans l'humain, je pense que ça, c'est l'avenir. Et on vient de se taper 2 ans là, de galère, mais tous, hein, je crois que personne n'est à l'abri d'avoir des petits soucis par rapport à ce qu'on a vécu, que ce soit les soucis psychologiques ou physiques ou médicaux, je crois que là, on a passé un cap. Et ce cap, pour des gens, des entrepreneurs avec une vision comme tu l'as, c'est hyper bon. Parce qu'enfin, on va chercher des gens, on les met en valeur, on dit c'est des humains. Il n'y a pas de ce métier, comme disait ton papa, j'adore, mon père me disait aussi, mais il y a des humains qui font des choses. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et je pense que ça, c'est un truc. Moi, je l'ai vu quand on est rentré ici. C'est la première fois que je connaissais Gotham, mais je passe chez Batman. Les gens te disent bonjour, ils ont le sourire. Tu vois ? Ouais. Bah voilà, t'as réussi le job, quoi. Le job, il est. Alors, t'as pas fini, mais je veux dire, t'as réussi. Il y a de l'humain. On sent qu'il y a de l'humain ici. Ouais, c'est comme j'étais invité vendredi passé pour faire un petit discours pour mon collège, pour la remise des diplômes, etc. Et ce que je leur disais, c'est ce que vous réussissez, la plus grande réussite, c'est d'être heureux. Mais
pour être heureux, en fait, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de nombre d'études, c'est pas la question du titre que vous allez avoir dans votre métier, mais c'est plutôt du succès de ce que vous avez bâti autour de vous en termes avec votre famille, avec vos amis, avec votre en fait avec tous les vrais bienfaits de la vie. Et parce qu'en fin de compte, c'est là-dessus qu'on se rattache, même si ça va pas en alignement avec ce que disaient les sacrifices humains. C'est pour ça que je dis que c'est sacrifice. Ouais. C'est qu'en fin de compte, tout le monde est à la recherche du bonheur d'une certaine manière. Et qu'en entrepreneur, on travaille tellement qu'en fin de compte, on s'enlève une partie du bonheur qui est partie du moment avec des proches, etc. Donc, il y a une sorte de... Ouais. Alors, moi, j'ai une question pour toi qui me tient à cœur. On en discutait avec Matt et Simon en venant ici dans la voiture. Question philosophique. On sort du business, mais est-ce que tu as l'impression que la société aujourd'hui nous empêche vraiment de réfléchir, dans le sens où on a tellement de distractions aujourd'hui, mais tellement. Et si on n'a pas assez, on continue à nous mettre, tu vois, c'est soit avec tout, avec le gaming, avec Facebook, avec Instagram, etc. Et c'est l'impression qu'aujourd'hui, on a peu ce que tu fais tous les soirs, tu sais, cette remise en question, cette réflexion, sans distraction, réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, il manque ça? Est-ce qu'aujourd'hui, on a perdu le réflexe de s'asseoir sur une de chaise, sans livre, sans rien, sans attel, sans musique, et juste prendre 10 minutes à faire le point sur notre journée, à dire est-ce que j'ai fait aujourd'hui, ça me rend heureux, qu'est-ce que je dois changer? Tu sais, cette réflexion de base, est-ce que la société d'aujourd'hui, avec la technologie aussi forte, elle nous pousse à éviter ces moments hyper importants selon toi? C'est une bonne question, mais je vais rebondir, en fait, pour répondre à cette question, je vais rebondir sur le point d'avant qui était en fait le bonheur. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de se remettre en question pour n'importe qui, parce qu'en fin de compte, on n'a pas forcément envie de se remettre en question, parce que ça fait mal. La plupart du temps, c'est que ça fait mal. On va pas se lancer des fleurs. En tout cas, moi, c'est pas mon style. Je pense que pour la plupart des gens, c'est le même cas. Et aujourd'hui, quand on disait qu'en fait, on essayait de remettre en fait un alignement, comme tu disais avant. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'en fait, on devient il y a beaucoup plus de jalousie. C'est comme ça que je le sens, à cause des réseaux sociaux. Il y a un idéal, en fait, il y a un nouvel idéal qui est en train de se transformer, qui est en fait le succès d'être partout, d'être vu. En fait, c'est pas forcément d'être entrepreneur, c'est pas forcément un titre, mais c'est d'être youtubeur, c'est d'être vu tout le temps. Aujourd'hui, pour moi, par exemple, quand on fait des périodes comme aujourd'hui, c'est très sympa, ça me plaît. Mais moi, qu'est-ce que j'aime réellement dans mon métier, c'est pas être devant les caméras, c'est être à la mine. Comme je dis toujours, c'est être à la mine, c'est être au charbon, voir personne bosser comme un fou. Et ça, c'est mon plaisir à moi. Et aujourd'hui, en guillemets, si on a que du plaisir à du showing off, et aujourd'hui, en guillemets, tout le monde a ce besoin-là parce qu'en fait, on voit que ça. On mange ces informations en permanence sur Facebook, sur Instagram. Moi, par exemple, je n'utilise presque pas les réseaux sociaux et je me coupe. Ça me permet en fait de faire une coupure complète de ce monde-là, parce que je l'aime pas, ce monde-là, et je pense que c'est assez néfaste pour les enfants. Parce qu'en fait, ça donne des mauvais idéaux. Moi, à l'époque, on me dit même mon rêve, c'était d'être Richard Branson. Voilà, ça, c'est toute ma jeunesse, je l'ai passé. J'étais fan de ce gars-là. Parce qu'en fait, toutes ses équipes étaient heureuses de travailler pour lui. Il a monté plein de boîtes dans plein de projets différents que je trouvais génial. Et il avait cette atmosphère, il a le sourire, il a le smile jusque-là. Et le gars, il arrive et il est en train de révolutionner. Tous les gens autour, ils sont super contents d'être là. Et ça, pour moi, c'était un idéal de réussite parce qu'en fin de compte, il amène du bienfait autour de lui et pas seulement pour lui, et il s'en fiche d'être à la caméra. C'est juste une partie de son job, mais c'est pas ça le vrai bienfait. Et aujourd'hui, quand on voit certains peut-être jeunes entre guillemets où ils sont on est en train de les amener, c'est ça qui fait un peu peur, ouais. Ok, j'aime bien la réponse. Ah, c'est super. Encore une question. On est bon quand même. Encore une question sur ces 10 prochaines années, si toi tu devais, avec ton regard et ton expérience, un peu soulever les challenges principaux que le monde économique en Suisse va devoir affronter. Les gens qui ont 20 ans aujourd'hui et puis qui voudront se lancer comme toi, jeune, parce que tu es extrêmement jeune pour avoir autant de sociétés, etc., puis qui veulent partir dans la même direction. Quels sont les challenges qui vont devoir être confrontés? Je pense notamment à l'AI, qui est un challenge, mais aussi une opportunité, bien entendu, hein, mais le développement technologique, etc. Quels sont les obstacles à venir? Parce que c'est toujours intéressant de voir les obstacles pour pouvoir les éviter. Je crois maintenant encore plus qu'avant, on doit apprendre à apprendre beaucoup plus vite. Je pense que aujourd'hui, comme je dis à beaucoup de gens autour de moi, j'essaie d'être une éponge. En fait, de nouveau, j'ai pas la science infuse, donc je deviens une éponge. J'écoute quelque chose, j'arrive à le comprendre tout de suite et j'arrive à le reproduire très rapidement.
Et aujourd'hui, je pense que plus on va avancer, plus il faut que des gens en fait puissent apprendre beaucoup de choses différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend les différentes sociétés, les différents domaines d'activité, et dans chaque société, les différents départements, dans chaque département, la multitude de tâches et de jobs qu'on peut avoir, j'essaie d'apprendre un max. Et j'essaie d'être une éponge. Et en fait, d'être une éponge à max, ça me donne encore une autre type de vision derrière. Parce que ça me permet de revoir le monde un peu différemment par rapport à comment je le vois. Je dirais que aujourd'hui, la plus grosse problématique que je vois dans le futur, je dis peut-être pas à 10 ans, mais plutôt à 50 ans, mais qu'on doit tacler le plus rapidement possible, c'est les problèmes sociaux qu'on va avoir. Pour moi, le salaire universel, c'est quelque chose qu'il faudra absolument mettre en place le plus vite possible pour éviter d'avoir un trop grand écart entre le monde professionnel de demain. Parce que ça, je pense que ça, c'est une grosse chose. Et dans le guillemets, de laisser travailler ceux qui ont envie vraiment de travailler, de faire un travail et de s'éclater au travail, les laisser faire ce qu'ils veulent pour le moment qu'ils ont envie de travailler. Et ceux qui ont envie de travailler matin, nuit et soir pour un certain chose, s'ils vont bien gagner leur vie, qu'on les laisse faire, quoi. Qu'on les encourage et qu'on encourage tout le monde à faire, en guillemets, qu'est-ce qui va plus vouloir faire que de normer un monde où on disait que tout le monde doit travailler, faire du fixe, etc. Et l'État, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra complètement modifié, je dirais. Aujourd'hui, tu me parles des AI, pour moi, en fait, l'État, une grosse partie, je dirais 80% en guillemets d'aujourd'hui, ce que fait les politiques ou bien l'État peut être mis dans un algorithme. C'est pas, je veux dire qu'on doit refaire des routes d'une certaine manière. Aujourd'hui, on a des programmes qui nous disent combien de temps va durer le béton, est-ce qu'il y a des systèmes sismiques, on arrive à programmer, il y a des budgets, on sait que ça va coûter tant au mètre, etc. Donc en fait, on peut normaliser tout ça, faire des appels d'offres qui sont beaucoup plus en guillemets standards, que n'importe qui peut rentrer dedans et que ce soit pas caché. Qu'on regarde les pistes cyclistes à Lausanne, est-ce que c'était la première action? Je dis pas qu'elle c'était bien ou pas bien, je dis juste, est-ce que c'était l'action à faire à ce moment-là? À ce moment-là, quand tout le monde est fermé, il y a des gens qui sont, il y a le suicide qui a augmenté, je ne sais pas combien. Est-ce que c'était à ce moment-là la meilleure action à faire? Je sais pas, et je pense que c'est là, en fin de compte, aujourd'hui, on doit avoir plus. On disait, on doit avoir les gens les plus intelligents dans le domaine scolaire pour apprendre aux enfants d'une manière saine, etc. Je pense que oui, mais aussi à l'État. De plus en plus, en fait, on doit se dire que peut-être on doit essayer de voir comment on peut changer, modifier ce système. Qu'on voit le nombre de fonctionnaires qu'il y a en Suisse. Pour moi, il y a une problématique derrière, c'est qu'il y a un moment où on peut pas demander aux entrepreneurs aujourd'hui de pas avoir de chômage si jamais il y a un problème, et en même temps derrière il y a l'État qui dit non, mais il faut changer ce business model là, il faut faire ci, il faut faire ça, et en guillemets il y a que des contre, des cons, et il y a pas de pro. Et en guillemets aujourd'hui un fonctionnaire il a son salaire qui est assuré à vie, il va en avoir des caisses, etc. C'est pas normal, c'est pas justifié, en tout cas plus aujourd'hui, je pense. Et aujourd'hui, je pense qu'il va falloir en fait changer le modèle social qu'on a complètement. Et en guillemets, il faut qu'on soit positif. Je vois certains pays, etc., où qui sont par exemple la France qui annonce un déficit de 10% de son PIB. Ça va pas. C'est aujourd'hui, il y a un moment, c'est ok. Si on a trop de bâtiments, il y a trop de choses, il faut qu'on optimise les choses. Mais on peut pas se dire, en fait, non, on doit garder avec comment on était il y a 100 ans. C'est comme aujourd'hui quand on dit on n'a pas le droit de construire des immeubles plus grands que ça. D'accord. Mais dans ce cas-là, arrêtons, on ne peut pas construire que sur les bords et dire on veut interdire les voitures de rentrer dedans. Dans ce cas-là, c'est comment est-ce qu'on peut arriver avec un projet qui est beaucoup plus réfléchi pour l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, on dit les gens en fait voient juste les projets politiques généralement sont sur une ou deux choses assez court terme parce qu'ils veulent être élus. Mais en fait, le projet long terme, on dit c'est de se dire comment on va faire pour un plus long terme. Ouais, d'avoir la vue hélicoptère. Mais ça rejoint sur ce que tu as dit, ça m'intéresse. Tu as dit que tu étais une éponge et qu'il faut apprendre beaucoup plus vite aujourd'hui des choses. C'est ce que tu fais par des expériences. Aujourd'hui, on a aussi toutes les technologies qui permettent d'apprendre très rapidement. Ça veut dire que, parce que pendant 60 ans, le monde économique pousser les gens à se spécialiser. Tu es d'accord? Spécialise-toi, tu vas devenir un expert de ça, etc. Est-ce que ça, selon toi, ça va continuer, ou est-ce que le marché va un peu tourner en disant, mais tu sais quoi, tu peux être bon là, mais si tu ne connais pas tout ce qu'il y a autour de ça, t'es mort demain. Alors je dirais, il faut des deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un manager du futur, ou etc., il doit avoir une vue plus large parce qu'il doit pouvoir en fait connecter les points ensemble. Maintenant, pour quelqu'un il y a tellement de domaines. Par exemple, si on prend ici, vous êtes tous du digital, donc, mais si on regarde juste le digital, par exemple, on parle de SEO, mais le type de personne, de type de professionnel qu'il y a dans le SEO, ou dans le SEA, ou dans n'importe quel type de domaine. Je veux dire, c'est de la spécialisation pure. Et aujourd'hui, on arrive vraiment dans un modèle où les gens doivent être
être extrêmement spécialisé dans ce domaine précis. Par contre, pour gérer un ensemble de personnes dans un domaine, il faut avoir une connaissance qui est pas seulement dans le digital, mais aussi offline pour comprendre en fait d'autres choses. Alors, si tu devais, je vais tourner différemment ma question. T'as un enfant? T'as des enfants? Pas encore. Ok, alors si tu avais un fils et que ton fils te dirait, papa, est-ce que tu me conseilles de me spécialiser dans un domaine et de devenir le meilleur de ce domaine, ou est-ce que tu me conseilles d'être quelqu'un d'hyper curieux dans la vie et dans toutes les professions et d'être un généraliste qui comprend tout et qui a la vue hélicoptère? Tu donnerais quoi comme direction et comme conseil? Moi, je dirais, tant qu'il s'éclate dans un des deux, c'est ce qui compte. Tu dois choisir. C'est une question très compliquée. C'est pour ça que je la pose. Ça dépendrait de la spécialisation. S'il me dit je veux faire chirurgien, etc., c'est-à-dire que c'est dans la médecine et il veut faire chirurgien, je le comprends. Maintenant, ça dépend du domaine. Ça dépend si je pense qu'il y a un risque de disruption complète qui risque d'arriver à très court terme dans le métier en tant que tel de spécialiste. Dans ce cas-là, je dirais plutôt essayer d'être plutôt général, mais plutôt si la spécialisation a lieu, si vraiment je pense que c'est un métier qui va durer pendant quand même un certain moment et qui va évoluer. Voilà. Moi, je suis convaincu avec la AI, Universal Income qui peut être réalisé. Les jeunes, les nouvelles générations, il faut apprendre d'apprendre. Ça, c'est le plus important. D'être adaptif comme ça. Vous êtes d'accord? Ah, mais complètement. Apprendre à apprendre. C'est sachez où apprendre, comment, vite, rapidement, quelque chose qui devient... Ça, c'est tellement personnel. Ça, c'est moi, j'apprends différemment que Simon, que vous, tous. Comme ça, moi, j'ai besoin d'apprendre comment moi j'apprends. Et comme ça, tous les tasks des moments, moi, je peux faire un breakdown et tout compris, parce que c'est dans ma façon d'apprendre. C'est dans ma façon d'apprendre les trucs. Ça, c'était d'accord, André. On n'a pas tous la même façon d'apprendre. Ça, c'est important pour tout ce que tu disais, hein, je crois. Moi, j'aime bien qu'on me fasse des dessins, par exemple. Moi, je suis dyslexique, comme ça, moi, j'apprends des trucs tellement différents des autres gens, comme ça, eux, ils même pas comprendre comment moi, je finis à comprendre, en fait, finalement. C'est compliqué. Ouais. Si Nico, il donne la demande de faire ci, faire ça, alors, il faut que je me trouve un circuit qui marche pour moi, plutôt que marche tellement juste pour Nico. C'est ça qu'on collabore bien, faire un genre de teamwork qui marche bien pour nous, et avec votre aspect managérial, c'est ça qui marche bien pour nous, parce qu'on a des métiers tellement différents chacun ici. Donc pour revenir sur ce que Matt dit là, je voudrais bien avoir ton point de vue. Ça veut dire qu'il y a une certaine responsabilité individuelle. On peut tout mettre à disposition des gens. On peut mettre les meilleurs systèmes de formation pédagogique, les meilleurs professeurs au monde. Au bout d'un moment, il y a une responsabilité individuelle de chaque personne de se prendre en charge et de se dire « je suis comme ça, je vais faire ça ». Alors, c'est juste, mais aujourd'hui, en fait, je pense qu'on est tellement on devient de plus en plus assisté, en fait, dans le monde où, en fait, on veut normaliser et mettre tout le monde sur le même point, le même pied d'égalité. La problématique, c'est qu'on est en train d'assister les gens complètement. C'est qu'on est en train de leur enlever beaucoup plus de liberté individuelle d'une certaine manière, parce qu'en fait, sans leur dire, on les fait moins réfléchir. Et on les fait moins prendre leurs propres décisions pour savoir où ils doivent aller. Et ça, c'est une problématique qui va être de plus en plus courante. Et je pense que c'est aussi les parents, hein, de nouveau, tu le disais avant, c'est les parents, c'est l'école, c'est tout un système. Hein. C'est aujourd'hui, moi je vois la différence déjà entre les jeunes qu'on a aujourd'hui en stage, de la différence qu'on les avait il y a 6 ans en arrière ou 7 ans. Il y a déjà une différence. Et c'est une différence, entre guillemets, qui vient, ça je pense que c'est pas forcément... Quelle différence principale que tu perçois là, dans cet exemple-là? Alors, premièrement, c'est les valeurs. Les jeunes encore, plus on descend dans les jeunes, vraiment jeunes, plus les valeurs sont importantes pour eux. Okay. Aujourd'hui, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, c'est en fait la manière de travailler. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu cette génération où tout s'est bien passé, qu'on a eu des enfants, et aujourd'hui, on les pousse plus assez à vraiment aller, à faire de l'ambition, etc. On leur dit, ah, t'es pas content là, mais change de travail tout de suite. Alors que moi, à l'époque, mes parents me disaient, écoute, tu quittes le travail, ok, mais alors dans ce cas-là, tu te démerdes pour ci, tu te démerdes pour ça, tu fais ci, et je veux plus te voir à la maison. Donc moi, j'avais pas le choix, mais d'un côté, c'était bien, parce que c'était formateur, c'est-à-dire qu'on fait pas toujours des choses qu'on a envie, et la vie, elle est pas faite de choses qu'on a envie tout le temps, et qu'il faut se battre contre ça. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ne s'en rendent plus compte. En fait, il y a une sorte de mismatch de ça, et ça, je pense que ça vient vraiment de la culture. Et on a vu aussi des parents qui nous disaient non, mais s'il a plus envie, c'est normal, il faut qu'il aille faire autre chose. Après, ce qui est juste aussi, donc en fait, ça doit être une balance de cette éducation. J'ai la même que toi, en disant tu veux pas finir ça, mon gars, tu vas assumer, je te garantis, bonne chance. Et maintenant, t'aimes pas mes changes, mais pourquoi tu restes?
C'est peut-être parce que dans les deux côtés, il y a de l'enseignement, de s'écouter, de rechercher le plaisir plus que la performance, dans le cas d'aujourd'hui, hein, et puis avant, de persévérer et de jamais rien lâcher. Donc peut-être qu'on devrait être au milieu de tout ça. C'est généralement, on dit toujours les extrêmes sont pas bons et c'est le milieu qui gagne. Mais la problématique, c'est ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a plus l'adversité. C'est-à-dire que dès qu'il y a un petit problème, on se dit, ah, mais en fait, je tourne de côté, je switch. Alors que c'est pas ça. La vie, c'est, qu'est-ce qui se passe c'est pourquoi il y a plus de divorces aujourd'hui. Il va encore plus avoir des divorces demain. C'est, ah, je suis pas content. Bah, je pars. Ouais. J'assume pas ce que j'ai fait. On n'assume plus, on prend plus aucune responsabilité pour quoi que ce soit. On pense qu'en fin de compte, on a une liberté qui nous est due. Alors qu'elle n'est pas due. On vient quand même d'un monde où il y a eu quand même pas mal de guerres, il y a eu pas mal de choses. Il y a d'autres pays où c'est toujours le cas. Et on l'oublie aujourd'hui. On a complètement oublié le passé. Et je pense que ça, c'est un peu dommage. Voilà. Andreas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Ce podcast vous est offert par Vaudoise Assurance.